Donc bonjour. Je n'ai pas très bien compris mon sujet, donc je vais parler un peu de tout. Donc je suis vice-président du RESPAD, dont la présidente est Anne Borgne. Il faut lui dire de rester. L'AFNOR, je vous en parlerai après. Puis on avait fait le premier rapport pour la ministre de la Santé. Je n'ai pas de conflit d'intérêt sur le thème. Donc je me suis amusé à compter en pneumologie. J'ai vu 2500 de mes patients mourir du tabac en 50 ans de carrière de pneumologue. Donc 100 ça va, 200 ça va, 1000 ça va, 2500 ça énerve. Alors je suis énervé contre le tabac et donc je m'intéresse à la vape à ce titre-là parce que ça fait trop. Cela donne une grande énergie donc pour trouver des solutions pour éviter que les jeunes ne commencent à fumer, aider les fumeurs à sortir de leur addiction. Donc le premier rapport qu'on avait fait, c'était en 2011, on avait proposé à la DGS de travailler là-dessus. À l'OFT, ils nous ont dit non, c'est pas intéressant. On a reposé la question l'année après, en 2012, ils nous ont dit c'est intéressant. En février, Marisol Touraine a dit j'ai demandé un rapport. On a dit on était content que la ministre dit que c'est elle qui avait demandé. Et on l'a remis ça le 31 mai 2013, donc ce rapport qui est toujours accessible à la documentation française. Je sais pas, j'ai mis la référence, elle n'est pas là, vous faites le rapport de l'OFT. Donc, mais c'est pas mes dernières diapos, là, c'est pas grave, je vais faire avec ça. Après ça, on a eu la directive 2014-48 qui a été discutée beaucoup. Il y avait 3 lobbies qui s'affrontaient, dont un divisé sur la vape. Le lobby du tabac, il voulait surtout faire capoter la directive. Ils ont réussi à quand même avoir la peau du commissaire Dallis, et le ministre de la Santé a été viré grâce à une manœuvre. Ils ont essayé de le faire tomber dans un traquenard dans lequel il n'est pas tombé, mais il n'est pas tombé. Il n'avavait pas signé le papier en disant qu'il y avait une réunion avant. Il est tombé dedans. Pendant ce temps-là, le président de la commission, on l'avait vu 10 fois les buralistes, il n'a rien dit, il ne s'est rien passé. Il y avait de l'autre côté le lobby pharma qui voulait que ça soit absolument un médicament, avec GSK en tête, qui était vraiment un lobbying de fond. Et puis sur les anti-tabac, tout le monde était d'accord en gros que le tabac, il fallait la réglementation, la directive, tout ça sur la directive, mais il y avait une grande discussion sur la vape et une discussion grande et cognée, quoi. Certains voulaient alors soit que ce soit un produit tabac, soit plutôt que ce soit un médicament. Parmi les professeurs, un médicament, ça plaisait bien. Et d'autres voulaient quelque chose de spécifique. Et on a réussi à renverser à la fin le vote du Parlement européen. C'est assez amusant. C'est le PPE qui a changé d'avis la dernière semaine. Le PPE, c'est le parti de droite. C'est Françoise Grossetête qui était à la tête. Alors que la ministre de la Santé socialiste, qui était à l'époque Marisol Touraine, tous les socialistes ont voté contre. Donc, comme quoi, là, on est dans de la politique qui s'intéresse à la vie des gens. Donc, on dépasse les partis et on a juste affaire à l'intelligence. C'est pour ça que d'être interrompu par n'importe qui. Traductrice du mal, si vous pouvez parler. Parce que je parle trop vite. Ok, désolé mesdames, on va doucement. Et voilà. Et donc, ça a été voté. Alors après, le vote de la première directive, ça a été voté. Alors il y avait au moins 5-6 pages sur la vape, et ils traitaient ça comme si c'était un médicament. Par exemple, il y a la délivrance constante de nicotine, ça ne veut rien dire, c'est n'importe quoi, ça veut dire pour un médicament éventuellement et encore, mais ça n'a rien à voir avec la vape. Et sur les volumes, il y avait des volumes d'1 millilitre maximum dans les vapes, parce que c'était très dangereux, le liquide était très dangereux. Et donc, là, j'ai essayé un peu de râler. J'ai passé une après-midi à la commission avec les 6 personnes qui s'occupaient de ça à la commission pour leur expliquer différents points. Mais dans celui-là, moi, je leur demandais 5 millilitres de réservoir. Et j'avais une diapo. Alors, j'ai perdu la diapo, mais j'avais une voiture avec 10 réservoirs d'essence en disant l'essence dans une voiture, c'est très dangereux. Il faut réduire les réservoirs d'essence des voitures à 2 litres. Parce qu'après 2 litres d'essence, c'est dangereux. Et donc, on voyait le type sur l'autoroute qui, tous les 20 km, est obligé de s'arrêter pour remplir sa voiture parce que c'est au nom de la sécurité. Moi, je suis persuadé qu'un vapoteur qui, le matin, remplit sa vape et qui a suffisamment de liquide pour faire toute la journée, il prend moins de risques que celui qui se trimballe avec ses 3 flacons, qui renverse, qui laisse n'importe où, qui l'oublie, etc. Donc, je pense qu'au nom de la sécurité, il faut ça. Et alors après, il y a une magnifique histoire, là c'est dans le détail, j'avais relu la directive, il m'avait demandé de relire la traduction française. Les directives européennes, vous savez, c'est pas une directive en anglais qui est traduite, c'est chaque directive est un original dans tous les pays. Et donc la virgule qui est ici est un point et virgule en français, et ce point et virgule change le sens de la phrase, ce qui veut dire que pour les pods et tout ça, c'est 2 millilitres, mais dès que c'est un réservoir, c'est plus dans la directive, il n'y a plus de limite. Donc vous voyez, comme quoi en changeant une virgule pour un
point et virgule, on change la signification d'une phrase. Et ça, c'est un texte qui est applicable dans tous les pays européens. Il y a par exemple pour les transports routiers, il y a une directive qui est traduite en tchèque, qui en tchèque veut dire en gros qu'on peut faire n'importe quoi dans les transports routiers. La plupart des pays vont s'enregistrer au nom de la directive tchèque qui dit qu'on peut faire n'importe quoi. C'est des plaisirs de la traduction et c'est un art difficile, mesdames. Je ne peux pas aller plus lentement que ça, je ne peux pas là. Alors là, je me suis amusé. Cet été, il y a eu un grand bruit. Le rapport de l'OMS, indiscutablement nocif, etc. Au début, je me suis énervé. Puis après, j'ai regardé le rapport de l'OMS. C'était simple. C'était 185 pages pour dire que le tabac, c'était dégueulasse, ça tuait tout le monde, que l'industrie et du tabac arrosait tout le monde. Puis il y avait 4 pages sur la vape qui disaient rien, qui disaient la même chose qu'on avait mis dans le rapport de 2013 de l'OFT. Il disait que les émissions de la vape sont nocives, mais infiniment moins nocives que le tabac, mais moins bien que rien, ça on est d'accord, que pour les fumeurs c'était un bon produit, on est d'accord, que pour les non-fumeurs c'était un mauvais produit, qu'il ne fallait pas utiliser la vape pour en faire la promotion du tabac, on est d'accord aussi, qu'il faut interdire la vente aux enfants, et en France on l'a fait, on a remis le rapport en 2013, en mars 2014 c'était voté dans la loi Hamon. Donc, quand on remet un rapport à un ministre et puis que 6 mois après la loi a changé, ça fait plaisir parce que c'est pas si souvent. Et qu'il faut éviter de vapoter partout. Alors, ça a été fait de façon qui pose discussion, mais enfin, ça a été fait et probablement ça aide à l'arrêt, mais il manque de preuves. On est d'accord. Donc, le rapport de l'OMS dit que des choses de bon sens si on le lit comme ça. Après, si on fait des titres, on peut lui faire dire n'importe quoi. Et c'est les autorités de santé, l'OMS ne peut pas dire que c'est un bon traitement pour arrêter parce qu'il n'en a pas la preuve, mais il dit que c'est pas mauvais, que ça marche peut-être bien, et à vous de m'apporter la preuve, et après je vous dirai qu'il faut le faire. Donc on est dans une situation où il n'y a pas de drame absolu. Donc les normes AFNOR, vous voyez le Brice Lepout, là, le copain de Anne, qui est en train de fumer sa vape, de vapoter sa vape, oui. Et à l'époque, ce n'était pas la vape. La vape, vous savez comment c'est venu? C'est un mot qui a été inventé par les vapoteurs sur un sondage. Il y a eu 173 réponses au vote, c'est pas beaucoup, sur Internet, et c'est la vape qui en est sortie. Moi, ce qui me gêne un petit peu, parce que maintenant je suis à Marmottan, on fait du cannabis, pour eux, quand la vaporisation du cannabis, c'est du cannabis chauffé. C'est comme les IQOS, donc on a le même mot qui sert pour deux choses. C'est toujours gênant d'avoir un mot pour deux choses, mais enfin on vit avec. Donc à l'époque, c'était avec 60 millions avec l'INC, donc on se réunissait avec l'INC, avec la DGS, et puis quelques acteurs qu'elle a créés après la FIVAP, des producteurs, puis on se demandait comment faire, et on s'est dit, il faut quand même mettre quelques règles à ce produit, ça va permettre de se défendre. Et le fait qu'on voit aujourd'hui que d'avoir des règles, c'est bien. Donc on a approché l'AFNOR, et l'AFNOR nous a convoqué à une réunion, on s'est retrouvé avec tous les cigarettiers, dans la commission des cigarettiers, ils ont dit, pour faire une norme, il faut 4 ans. Et puis, voilà. Donc, on a dit, c'est pas bien. Et donc, il y a eu la DGS et puis surtout l'INC qui s'est motivé. Et on a créé une commission spécifique à l'AFNOR. Puis, on m'a demandé d'en prendre la présidence, qu'ils pensaient que je pouvais mettre les cigarettiers au fond de la salle. Mais cette commission AFNOR, il y a les cigarettiers, il y avait quelques labos pharma, il y avait le laboratoire des douanes, il y avait, je sais pas quoi, la DGS, il y a tout ce qu'on voulait au début. Donc la norme, ça permet de dicter. Là, je vous ai mis un papier. Là, c'est la loi, c'est les obligations, ça c'est légal, c'est la directive. La norme, c'est quelque chose de volontaire au-dessus. Et puis après, c'est la certification, c'est un papier qui certifie que vous êtes à la norme. Alors sur la certification, moi j'avais voulu faire une norme NF, comme on veut, mais il y a une association de consommateurs attachés au Parti socialiste, on ne va pas aller plus loin, qui s'est opposé en disant la vape c'est mauvais, donc on ne peut pas dire norme française pour un produit qui est mauvais. Donc il n'y a pas de NF dessus. C'est conforme à la norme AFNOR si c'est bien, on certifie ça, mais ce n'est pas NF. Donc la norme, donc il y a des référentiels qui sont faits, et on a fait assez rapidement, on a fait un truc sur les dispositifs de la vape, les liquides, les émissions. Donc en 2 ans et demi, on a sorti les trois normes. Qui sont relativement bien, parce qu'on est en train de les réviser maintenant, on s'aperçoit que ce n'est pas idiot. Elle s'appelle XP. XP, ça veut dire expérimental, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les... C'est un peu plus facile à faire. Alors j'appuie sur mon bouton.
Et je passe. Alors la norme AFNOR, on a eu des bonnes nouvelles. Par exemple, les Brésiliens, ils ont demandé est-ce que je peux copier votre norme en portugais, puis ça va devenir la norme brésilienne. Bon, on est toujours content d'être copié. Hein. La Commission européenne, elle a pris la partie de la norme sur le remplissage et transformée en loi. Donc là, c'est la norme qui est devenue un texte réglementaire pour tous les pays. Donc aussi, c'est toujours satisfaisant. Et puis, on a développé la norme au niveau européen avec l'AFNOR toujours. Et donc, l'AFNOR a pris le secrétariat du Comité européen de normalisation qui fait les normes CEN, les normes CE. Et après, on a fait à l'ISO. On a fait un groupe à l'ISO sur les cigarettes électroniques où là encore, c'est l'AFNOR qui dirige le groupe ISO. Donc la France dirige la totalité assure le secrétariat de la totalité des normes au niveau mondial avec plus ou moins de difficultés. En France, on fait ce qu'on veut. En Europe, c'est une discussion un petit peu de bon sens. Il y a un peu plus de producteurs. À l'ISO, c'est vraiment les cigarettiers. Puis ils font une réunion une fois aux ACA, l'autre à machin, tout ça. Et personne ne peut suivre au point de vue financier. Donc c'est fait... Bon, enfin, on arrive à se débrouiller quand même, et globalement, on peut faire passer quand même beaucoup de choses. Donc là, on a une révision de la norme. Donc là, c'est normalement début 2020, on aura une nouvelle norme. Normalement, une norme expérimentale, c'est fait pour devenir définitif. Là, on est encore à mi-chemin. Et la France ne peut continuer à faire des normes que si les normes n'existent pas au niveau européen et tout ça. Là, pour l'instant, il y a un bout de norme qui est sorti au niveau européen, c'est la norme de la composition des liquides, qui est en gros extrait aussi de la norme française. Tout le reste, il n'y a rien qui est publié. Donc on a dit, on a actualisé les normes. On toilette, donc on rajoute les sels de nicotine, on supprime le sucralose là, qui n'est plus à la mode alors que c'était à la mode au début, etc. Mais c'est des petites variations de rien du tout. Mais c'est un endroit où on peut discuter. Enfin, moi j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment, on est obligé de trouver les mots au fond du problème pour des problèmes des fois très très techniques et très très réglementaires. Et donc tout le monde est là, donc on peut savoir ce qu'on veut. Et un autre problème sur lequel je ne suis pas d'accord, mais enfin c'est la loi maintenant, on le respecte, c'est la CLP. Vous savez que dès que quelque chose est dangereux, il faut marquer dessus que c'est dangereux. Avec la réglementation CSP, donc j'ai marqué interprété par la DGCCRF, parce qu'ils ont refait un papier récemment sur des contrôles de 2017. En 2017, la DCCRF de Marseille ne disait pas la même chose que la DCCRF de Lille. Quand vous commercialisez au niveau national un produit, c'est un peu difficile de faire l'un et l'autre. En gros, maintenant, il en sort d'un accord, d'un papier qui est sorti, qu'il faut, s'il n'y a presque pas de nicotine, on ne met rien. Si on est au-dessus de 2 à 14 mg, on met ce signe-là. Et au-dessus de 14 mg, on met la tête de mort dessus. Alors avec des conseils de prudence, en cas de, je sais pas quoi, non, c'est en cas de quelque chose, il manque un bout de phrase, il faut lire l'étiquette, il faut regarder l'étiquette, il y a un truc de sécurité, il faut faire attention, etc. Si on regarde, si on appliquait à la fumée de tabac la même norme, on serait 30 fois au-dessus du taux de la CLP, donc il faudra obligatoirement un masque à cartouche pour fumer les cigarettes. Donc il ne faut pas fumer les cigarettes avec un masque à cartouche, ça ne marche pas. Il y a un danger, donc le toxique, c'est en cas d'ingestion. Moi, je pense que de boire du liquide, c'est vraiment dégueulasse. Et quand, les malades, quand ils s'en mettent une goutte dessus, ils hurlent, ils râlent en disant que ça pique, c'est mauvais, etc. Je ne vois pas le malade boire un flacon de liquide entier, ou 2 flacons, ou 10 flacons pour le faire. En plus, cette toxicité est mesurée chez des gens pas dépendants à la nicotine. Quelqu'un qui n'est pas dépendant à la nicotine, vous lui mettez un patch, il vomit. Moi, j'ai une malade à qui j'ai mis 18 patchs qui fumait 90 mg de vape et qui avait 20 mg par la bouche de comprimé. Donc, elle avait 500 mg la dose mortelle, là, je ne sais pas quoi. Comme ça, elle s'est arrêtée de fumer. Elle avait fait une pseudarthrose de la jambe et on a pu, grâce à ça, la réopérer de sa jambe et elle a guéri de sa jambe avec 450 mg de nicotine donnée. C'est mon record. Hein, c'est pas, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça toujours, mais il ne faut pas avoir... Ça veut dire qu'elle avait un nombre de récepteurs avec une sensibilité basse des récepteurs telle qu'il lui fallait une dose complètement en dehors de la norme. 3-4 patchs, ça m'arrive souvent, 18 patchs, ça m'arrive jamais. Hein. Mais donc, pour elle, la dose létale, en fait, il aurait fallu prendre le litre. Hein. Donc la nicotine, par contre, est toxique pour les fabricants. À quelqu'un qui a la nicotine pure et qui joue avec la nicotine pure, il faut faire attention. Et dès qu'on a la nicotine qui est à plus 10 ou 20%, là, il faut vraiment se mettre en scaphandre, etc. Mais avant, dans le temps, dans l'agriculture, la nicotine, c'est pour tuer les insectes. On avait le bidon, on prenait le bidon avec la main, on se trempait les mains dedans, on balançait ça, et puis personne... Il y avait... Alors, dosage de nicotine dans les liquides, ça, c'est des problèmes aussi que je n'avais pas du tout découvert. Quand on veut doser la nicotine dans un liquide, c'est très compliqué.
Et de fabriquer un liquide avec exactement la dose de nicotine, c'est ultra simple. Vous prenez un bidon de combien j'ai mis de 10 litres. Un bidon de 10 litres, vous savez le mesurer environ à 100 millilitres près, vous savez mettre 10 litres dans un robinet. Vous prenez une balance, vous mettez 100 mg plus 1 mg, vous mettez l'un dans l'autre, et vous avez une précision de la nicotine qui est au maximum à 99,6. C'est-à-dire que le dosage de nicotine que vous avez dedans, quand vous dites que c'est 10 plus ou moins 0,04%, c'est très exact. Après, les méthodes de mesure qu'ont les contrôleurs pour mesurer ça sont avec des écarts types considérables, plus ou moins 5% et encore quand on fait bien, ou plus ou moins 10%. C'est-à-dire qu'on mesure avec un mètre qui a une graduation tous les mètres, quelque chose qui fait 2 mm. Donc l'idéal serait de contrôler la façon dont les gens mettent la nicotine dans les flacons, qui serait 1000 fois plus intelligent que d'aller faire la mesure a posteriori. Mais ça, c'est la loi de la directive. Alors, il faut que les médicaments et les produits soient faits pour pouvoir être contrôlés et non pas pour rendre service aux clients. Sur les émissions, ce qui est clair dans les émissions, on a refait des essais interlaboratoires, etc. Les émissions, c'est ce qu'il faut rapporter, les émissions, à combien est consommé. C'est-à-dire combien vous prenez de fumée, faut en fait, vous posez votre cigarette électronique, vous la posez après, vous voyez combien c'est évaporé, et là, vous avez une bonne idée. La répétabilité dans le même labo, la nicotine, on est à 5%. La reproductibilité d'un labo à l'autre avec des méthodes différentes, on arrive à 20-35%. Et si vous faites l'incertitude élargie, comme c'est prévu, c'est-à-dire 2 fois l'écart type divisé par le taux de nicotine, vous arrivez à pratiquement 40%. C'est quelque chose qui est large sur les émissions. En fait, les émissions, je m'en fous complètement. Il y en a, parce que quand vous prenez une cigarette, prenez une bouffée, vous sortez du cinéma, vous tirez dessus, prenez 6 fois plus de nicotine qu'une bouffée normale. Alors, savoir de mesurer précisément quelque chose qui n'a aucun intérêt, mais c'est dans la directive, alors il faut le faire, parce que c'est... Mais il n'y aurait pas eu de directive, on ne l'aurait pas fait. C'est comme les émissions constantes, on a mis une définition claire. Alors les aldéhydes aussi, c'est un autre problème. On a mis qu'il fallait mesurer l'aldéhyde dans les émissions, mais de savoir comment on mesure les aldéhydes, c'est très compliqué. Parce que dans la réalité, quand vous prenez une cigarette électronique, si vous allez jusque-là, par exemple à 180 degrés, vous vaporisez le PG, à 280, vous vaporisez tout le VG, une cigarette électronique n'est jamais au-dessus de ces températures. Quand vous prenez une cocotte minute, vous mettez de l'eau dedans, vous faites tourner la soupape, la température est toujours à 118 degrés. Si ce n'est pas 118 degrés, ça ne tourne pas. Si c'est plus de 118 degrés, le liquide s'évapore, et c'est toujours 118 degrés. Donc c'est la même chose pour la cigarette électronique. Si vous prenez le tabac chauffé, vous êtes là. Les acroléines, l'aldéhyde et tout ça, il est formé à peu près à partir de 300. Donc en fait, quand vous faites bien marcher la cigarette électronique, il n'y a pas d'aldéhyde dans les émissions ou un pouillème. C'est seulement si vous la faites cramer que c'est le fait. Vous mettez vos haricots dans vos cocottes minutes, ça marche bien, tout d'un coup il n'y a plus d'eau, en 15 secondes, ça crame, la température monte à 500-600 et ça crame. Alors d'avoir une précision de mesure là-dessus avec des écarts types, ça ne veut rien dire. Et moi je me bats, mais pour l'instant je n'ai pas réussi à les persuader, qu'on dise qu'il y a une limite ici. Et dans la norme, on s'est fixé cette limite. Cette limite, c'est la quantité qu'on prendrait en restant 24 heures dans une pièce qui répond aux valeurs guides de l'air intérieur. Dans cette pièce-là, l'ANSES dit que si on a moins de 1 microgramme par mètre cube, c'est bon. Et on regarde... on multiplie par 200 bouffées de cigarettes électroniques, on voit ce que ça fait. Donc on dit, en prenant 200 bouffées de cigarettes électroniques, il ne faut pas que ce soit plus dangereux en aldéhyde, acroléine et formaldéhyde que de rester dans cette pièce 24 heures, selon les normes de l'AFNOR. Et dans ces conditions, on a quelque chose qui est à mon avis suffisant. Il y en a ou il n'y en a pas. Alors si on a plus, on peut doser, mais si on n'a pas, on ne dose pas. Et il faut que je m'arrête quand tu veux. Tu peux me dire plus vite, mais pas plus vite, moins vite. Donc dans les émissions, tout le monde dit on ne sait pas ce qu'on a dans les émissions. Les émissions de cigarettes électroniques, c'est très simple. Le liquide, c'est 5, 6, 7, 8, 10 produits. Dans les émissions, il y a les mêmes 10 produits, plus un ou deux trucs qui peuvent se former. C'est ultra simple. Par rapport à la fumée de tabac, moi je dis 4000 ce matin, ils mettaient tous, les Américains disent tous 7000, je veux bien dire 7000 et tout ce qu'on veut, mais c'est beaucoup plus compliqué de mesurer ce qu'il y a dans une fumée de tabac. Donc là, c'est juste pour m'amuser là.
là je vais dire du mal des scientifiques, non pas parce qu'ils font des mauvaises études, mais parce qu'ils ont des conflits d'intérêts. Ils font des études pour financer leur laboratoire. Je vous explique. Cette chercheuse qui est tout à fait, Charlotta Prisinger, qui est quelqu'un de très bien du Danemark, là, et qui a fait une étude, a dit si jamais l'auteur a un lien avec l'industrie du tabac, genre tout ça, nos chers Grecs et tout ça, je ne vais pas dire de nom de personnes, Farsalinos, etc., alors il y a 66,96 fois plus de chances que le résultat soit en faveur de la vape. Et alors moi, j'ai regardé en travers les... Alors elle a fait ça en disant j'ai pris 100 études et j'en ai éliminé 15. Alors elle n'a pas donné celles qu'elle avait éliminées, mais j'ai pris les 100 études qu'elle avait faites dans un autre papier et j'ai regardé. Et j'ai regardé ceux qui avaient le double contrôle. Je fais l'air, je fais la vape, je fais la cigarette. Pour moi, une bonne étude sur l'émission de la vape, c'est une étude où je compare par rapport à rien et je compare à la cigarette. Ça me semble logique. Si je fais une étude juste comparée à la cigarette, c'est une moins bonne étude. Comparée à l'air, c'est une moins bonne étude. Et puis pas de comparaison du tout. Ça peut être intéressant. Il y en a qui montrent que si on met nicotine, pas nicotine, ou si on met de la cannelle ou pas de cannelle, ça change. Mais ça ne va pas changer le fond du problème. Et je regarde après ce qu'ont fait les gens. Si vous avez une étude d'auteur sans lien avec l'industrie de la vape, il n'y a pas de comparaison adéquate, ou un seul comparateur, il n'y en a que 22% qui ont un design correct. Donc, si vous n'êtes pas en lien avec l'industrie de la vape, vous avez un design incorrect de votre étude. Et pourquoi vous avez un design incorrect ? Parce que vous avez demandé de l'argent pour faire votre étude. Si vous voulez demander de l'argent, en gros, c'est plus simple, si l'étude est positive, c'est plus simple à publier. Donc, pour avoir de l'argent pour votre labo, vous avez intérêt à faire un design de l'étude qui est mauvais et qui est celui-là. Si vous êtes payé, comme Farsalinos et tous les autres, affreusement payé par l'industrie de la vape et tout ce que vous dites, c'est parce que vous êtes acheté, vous faites un dessin honnête et vous comparez air, liquide et fumée du tabac dans 62, et si on additionne tout, c'est 65% des cas. Donc là, c'est un biais majeur, énorme, colossal, que vraiment il faut dénoncer. Et moi, je pense qu'il faut qu'une société savante ou quelqu'un dise que quand on veut comparer, tirer des conclusions sur la toxicité ou la nocivité ou l'effet des émissions de la vape, il faut forcément comparer à l'air et à la fumée de tabac. S'il n'y a pas les trois, votre étude, poubelle, ou vous n'avez pas le droit d'en tirer de conclusion. Mais dans les facteurs de limitation à la fin, il n'y en a aucun qui dit ça. Donc il faut changer ça et arrêter que ces gens indépendants des conflits d'intérêts fassent ça pour faire vivre notre labo, contrairement à l'intérêt de la population quand même, qui est de savoir la vérité. Le premier module donne la vérité, les autres ne donnent pas la vérité. Alors après, on peut s'amuser à faire des petits bouts de sous-études comme on veut, mais c'est moins intéressant. Alors après, j'ai fait la même chose avec les données que j'avais moi à Paris sans tabac. Quoi ? Oui, non, ça va. Bon, premier produit du tabac, j'ai ma présidente et ma femme qui me surveillent, ça devient dur. Rouler cigarette ordinaire, cigarette bonbon, vous voyez, si vous prenez ça comme premier produit, vous avez une chance sur deux d'être fumeur. Si vous prenez la e-cigarette premier produit, vous avez 14% d'être fumeur. Si vous n'avez rien pris, on a 6% seulement de vous retrouver fumeur après. Donc ça, c'est quelque chose de très clair. Et moi, je propose qu'on fasse la même chose, qu'on compare les gens qui prennent le tabac aux gens qui ont commencé à prendre de la vape, aux gens qui n'ont rien pris, même schéma qu'avant. Si on prend seulement deux des parties, on a un parti pris. Si on mesure les antibiotiques par rapport aux effets secondaires des antibiotiques, on va vous dire les antibiotiques, c'est de la merde, parce que ça donne des effets secondaires. Si on compare les antibiotiques... Pardon ? Ça, c'est de... Il y a 20 217 patients, c'est 2014 à aujourd'hui, à 2018. Après, je me suis arrêté parce que je suis trop vieux. Voilà. Mais c'est vrai que je suis trop vieux. Et donc, c'est indiscutable. Mais ça, sur les chiffres, on peut discuter parce que c'est pas corrigé tout ça. Les scientifiques vous diraient que c'est des chiffres faux, mais sur le principe, c'est bon. Après, je regarde ce qui se passe. Je prends dans JAMA Pédiatrique une méta-analyse de 9 études prouvant que la vape est une porte d'entrée. Les 9 études ne font que comparer
e-cigarette à rien. Les 9 études disent si vous avez fumé, je vous exclus. C'est comme si on prenait une étude sur les antibiotiques, j'en reviens là, en regardant quelle est l'efficacité et le risque des antibiotiques, en prenant des gens qui ne sont pas du tout malades. Alors, si vous n'êtes pas du tout malade, prendre des antibiotiques, il y a un petit peu d'effet secondaire, il n'y a aucun effet bénéfique. Si vous prenez des septicémies, il y a beaucoup d'effets positifs, et la septicémie, vous avez une chance sur 3 d'en mourir, le tabac, c'est une chance sur 2, donc c'est plus grave d'avoir la dépendance tabagique. Et dans ces cas-là, ils trouvent, moi je trouve 2,6, ils trouvent 3,6, mais si vous voulez, mon étude, elle serait là-dedans. Elle serait, je touche le triangle, quoi. Alors, je ne suis pas en dehors des chiffres avec ce que j'ai, et en plus, moi, la définition, c'est les fumeurs quotidiens, c'est les fumeurs au moins 20 cigarettes, enfin une cigarette les 20 derniers jours. Donc, on a la même chose, et donc, si on veut faire des études, il faut comparer ça à ça. Et là, il verrait que, finalement, la vape fait que, comme on vape, on fume beaucoup moins, parce que si on prend que ça, on l'a vu ce matin, comment expliquer que la vape, porte d'entrée au tabac depuis 6 ans, fait que plus la vape monte, moins il y a de fumeurs. C'est-à-dire qu'une porte d'entrée qui fait que les gens rentrent dans le tabagisme, et puis il n'y a plus personne. Alors, il y a un problème. Et je ne comprends pas. Donc, si on regarde un peu les données, les fumeurs réguliers, et les vapoteurs, avec la joule, avec la remontée de la joule, il y a un peu trop de nicotine, elle m'énerve un peu, il y a un problème. Mais si jamais la vape faisait quelque chose, on en serait là. Et là, on est là. Donc, les données sont strictement... J'arrive pas à comprendre comment beaucoup de mes camarades européens, etc., n'arrivent pas à regarder des études à ce point-là. Et les gens, ils sont persuadés, mais il y a une étude qui dit que c'est une porte d'entrée. Ils comparent les antibiotiques chez quelqu'un qui n'est pas malade. Alors, c'est sûr, ça ne marche pas. Et ça, c'est le Weekly 4 octobre 2019. C'est des données de cette semaine. C'est des données américaines. Toujours prendre que les données américaines, parce que c'est... Donc, comment se détruire la santé en prenant la vape ? Il faut faire cramer. Bonne efficacité pour émettre des aldéhydes, mais l'acroléine a vraiment trop mauvais goût pour prendre 300 fois par jour pendant les 10 ans nécessaires à avoir une bonne chance d'attraper un cancer. Donc, il faut faire cramer puis aimer les mauvais. Mettre n'importe quoi à la place de liquide. Et certains Américains, on l'a vu, mettre de l'huile de cannabis, de l'huile d'olive, la vitamine E à l'huile de colza et tout ce qu'on veut. Et comment se détruire la santé en ayant peur de la vape ? Tout simple, vous lisez les titres des journaux, pas les contenus des articles des fois qui sont plus nuancés, vous regardez la télé et surtout vous faites confiance aveugle aux dépêches de l'AFP que la plupart des journaux publient en direct sans chercher l'autre source. Effrayé, vous arrêtez la vape, mécaniquement vous refumez et le tabac a 50% de chances de vous tuer. Efficace, non. Donc j'ai marqué que c'était de l'humour, parce que je sais, j'ai toujours peur. Bon, les batteries, je vous en dis rien. Les batteries, c'est quand même un problème, parce qu'aucun fabricant de batterie ne veut que les batteries soient dans les cigarettes électroniques. Alors il faudrait quand même trouver un système. Donc les progrès technologiques et les normes rendent la vape plus sûre en 2019. On ne sait plus sur les émissions de la vape que sur la fumée de tabac. La vape nécessite des règles depuis le début. Au début, je me faisais engueuler parce que je jouais des règles. Maintenant, les gens trouvent que c'est bien d'avoir des règles. Et il faut que les études donnent les bonnes questions pour augmenter les connaissances. Il faut dénoncer les études qui posent que des questions biaisées. Et puis, je vous fais la pub pour Issimo, quand on continue à retraiter. C'est une étude cigarette électronique avec ou sans nicotine contre varenicline ou pas de varenicline. Ça marche très bien. On a 280 patients et il y a un taux d'arrêt fantastique. Et j'ai l'intuition comme ça qu'on va montrer que arrêter de fumer avec la vape, ça ne fait pas grossir, qu'on ne prend pas 1 kilo. Ça sera un aide aussi pour faire la pub. Voilà. Depuis 2012, le tabac a 525 000 morts, la vape 0. Et la vape, c'est avec des règles, seulement avec les règles. Et donc, c'est la pub pour Issimo. Et si vous voulez, j'ai 3 diapos sur les... Mais j'ai pas de... Je ne vous voulais pas.